Je m'appelle Michael Miller, j'ai 28 ans, et mon propre père m'a giflé au visage lors de la lecture du testament de ma grand-mère. Avant de vous raconter le secret choquant que l'avocat a révélé quelques instants plus tard, dites-moi dans les commentaires d'où vous nous regardez. L'air dans cette salle de conférence semblait confiné, recyclé et chargé d'un silence plus assourdissant que n'importe quelle dispute. C'était le genre de pièce conçue pour vous faire sentir petit, avec ses imposantes bibliothèques juridiques reliées en cuir tapissant les murs et une unique table monstrueuse en acajou qui semblait absorber toute la lumière. Elle sentait le vieux papier, le cirage au citron coûteux et l'odeur amère et métallique de décennies d'animosité familiale. J'étais assis à une extrémité, une île solitaire dans une mer d'hostilité. De l'autre côté de cette étendue polie se trouvait ma famille, ou les personnes avec lesquelles j'étais forcé de partager un nom de famille. Mon père, Philippe, était l'incarnation d'une rage à peine contenue. Son costume coûteux semblait trop serré sur ses larges épaules, et une seule veine colérique pulsait à sa tempe. À côté de lui, ma belle-mère Victoria était un modèle de condescendance. Elle me regardait de haut, le nez parfaitement sculpté, les lèvres pincées en une fine ligne désapprobatrice. De temps en temps, elle ajustait le lourd collier de perles à son cou, un geste qui criait l'ennui et la supériorité. Et puis il y avait Nathan, mon demi-frère, l'enfant chéri. Il était appuyé contre son fauteuil en cuir moelleux, un sourire paresseux et cruel sur les lèvres. C'était un regard que je connaissais bien. C'était le regard qu'il me lançait juste avant de me pousser dans la cour d'école, le regard qui disait « Tu n'es rien ». Ils avaient clairement fait comprendre que je n'étais pas censé être là. La seule raison pour laquelle j'étais au courant de cette réunion était une erreur de manipulation de Nathan, un SMS qui m'avait été envoyé par erreur et qui avait illuminé mon téléphone la veille au soir, demain au bureau de Harrison, 14h. Papa dit de ne pas le dire à Michael. Cette seule phrase était le point culminant de toute une vie à être mis de côté. Alors je suis venu. Je devais le faire. Pas pour eux, pas pour une part imaginaire d'un héritage, mais pour ma grand-mère Eleanor. Je lui devais ma présence. Monsieur Harrison, l'avocat de longue date d'Eleanor, un homme aux yeux bienveillants qui paraissait bien trop fatigué, s'éclaircit la gorge. Le son était comme un coup de marteau dans la pièce silencieuse. Si nous sommes tous installés, commença-t-il, sa voix un grondement bas et rassurant. Il ne l'est pas, la voix de Philippe fendit l'air. Il pointa un doigt épais et accusateur dans ma direction. Il n'a pas été invité. C'est une affaire privée réservée à la famille. J'ouvris la bouche, une centaine de répliques mourant sur mes lèvres, elle m'a élevé quand tu ne voulais pas. Je lui ai tenu la main quand elle était malade, pendant que tu vérifiais tes actions. Mais tout ce que je réussis à articuler fut un murmure, elle était aussi ma grand-mère. Avant même que les mots aient fini de quitter ma bouche, Philippe était debout. Il se déplaça avec une vitesse choquante pour un homme de sa taille. Deux longues enjambées furieuses et il se tenait au-dessus de moi. La gifle fut un claquement sonore, sec et laid, qui résonna sur les murs lambrissés. Ma tête se tourna sur le côté sous l'effet du choc. Une douleur brûlante et lancinante explosa sur ma joue, et un bourdonnement aigu me remplit les oreilles. Le monde bascula pendant un instant. Comme ta défunte mère, toujours ingrat, ricana Philippe, son visage à quelques centimètres du mien, son haleine chaude avec l'odeur du café et un mépris pur. Le sourire narquois de Nathan s'élargit en un large sourire. Il a besoin d'apprendre la honte, ajouta Victoria son venin, sa voix dégoulinant d'une fausse pitié. Voilà ce qui arrive quand on n'élève pas un enfant correctement dès le départ. Je ne bougeais pas, incapable de le faire. La douleur physique n'était rien, une douleur sourde comparée au poids écrasant de leur haine. Monsieur Harrison avait l'air absolument horrifié. Son visage, qui avait été professionnellement placide, était maintenant pâle de choc et de colère. Il repoussa sa chaise avec tellement de force qu'elle faillit se renverser. « Philippe, ça suffit. » Sa voix tonna, nous surprenant tous. Il pointa un doigt tremblant vers mon père. « Asseyez-vous maintenant. C'est une procédure juridique, pas une bagarre de bar. » Mon père, stupéfait par l'éclat inhabituel de l'avocat, hésita, puis retourna boudeur à sa chaise. Monsieur Harrison prit une profonde inspiration stabilisatrice. Son regard se fixa sur mon père avec un dégoût ouvert. Puis il me regarda, et son expression s'adoucit en une profonde excuse. Il ajusta ses lunettes, ramassa le testament, et son masque professionnel se remit en place, mais ses yeux étaient toujours durs comme du silex. « Je crains, dit-il, sa voix résonnant d'une nouvelle autorité tranchante, qu'il n'y ait eu un très grave malentendu ici. » Il fit une pause,
laissant les mots flotter dans l'air, une condamnation silencieuse. Son nom est le seul. Avant que je puisse expliquer la suite de ce qui s'est passé dans cette pièce, avant que le monde ne bascule sur son axe, vous devez comprendre les années qui ont mené à cette gifle. Vous devez comprendre la géographie de ma famille, le paysage froid et stérile de la maison de mon père et l'île chaude et ensoleillée qu'était ma grand-mère, Eleanor. Ma vie a été tracée par ces deux forces opposées. Ma mère, Sarah, était un fantôme dans ma vie, une collection de photographies délavées et d'histoires que ma grand-mère racontait d'une voix douce et aimante. Elle était la plus jeune d'Eleanor et, de la vie générale, celle qui avait hérité de son esprit. Les Miller étaient une dynastie construite sur la finance, sur les prévisions de marché et les rachats par endettement. C'était un monde de costumes impeccables et de chiffres froids. Ma mère a choisi une voie différente. Elle voulait être enseignante, travailler avec des enfants ayant des besoins spéciaux. Elle voyait la richesse non pas dans les comptes bancaires, mais dans la percée d'un enfant, dans un moment de connexion. Mon père, Philippe, déjà associé junior dans le cabinet familial, était captivé par son esprit, mais je ne pense pas qu'il l'ait jamais vraiment compris. C'était comme un homme qui aime un bel oiseau sauvage, mais qui souhaite secrètement qu'il vive en cage. Sa mort dans un accident de voiture quand j'avais 5 ans a été la fermeture d'une porte vers un monde dont je me souviens à peine. Mes souvenirs sont des fragments sensoriels, l'odeur exacte du savon à la lavande qu'elle utilisait, la sensation rugueuse de la couverture de laine dans laquelle elle m'enveloppait, le son de son bourdonnement d'une chanson que je ne peux plus nommer. Son absence a créé un vide, et le deuil de mon père s'est rapidement transformé en une sorte de distance rancunière. Il me regardait et voyait un rappel vivant et respirant de sa perte, et il ne pouvait pas le supporter. Notre maison, autrefois remplie de ses rires, est devenue un musée du silence. Puis, 2 ans plus tard, Victoria est arrivée. Elle n'est pas entrée dans nos vies, elle les a conquises. Elle était faite d'angles vifs, de mots tranchants et d'un sourire aussi brillant et froid qu'un diamant. Victoria était une femme qui s'est mariée pour le statut, et elle s'est mise à rénover notre maison et nos vies pour qu'elles correspondent à ses ambitions. Toutes les traces de ma mère ont été les premières à disparaître. Les murs pastels ont été peints d'un gris stérile et à la mode. Le fauteuil usé et confortable de ma mère, celui avec la légère empreinte de l'endroit où elle était toujours assise, a été remplacé par une sculpture de chaise moderne et inconfortable que personne n'a jamais utilisée. C'était un effacement systématique. Quand Nathan est né 1 an après cela, mon statut dans la maison s'est confirmé. Il était l'héritier, j'étais la relique. Il était couvert d'affection, de cadeaux, d'un avenir qui était tracé pour lui dès sa première respiration. On me donnait le silence, l'indifférence et un sentiment croissant de ma propre invisibilité. Je me souviens d'un des anniversaires de Nathan. Il devait avoir 6 ans. Le salon était rempli de cadeaux extravagants, une voiture électrique miniature, une batterie, une montagne de vêtements de marque. Mon père m'a présenté mon cadeau, un bon d'épargne pour ton avenir, dit-il brusquement sans me regarder dans les yeux. Ce n'était pas un cadeau. C'était une transaction, un investissement pour me faire sortir de la maison un jour. Quand j'ai eu 12 ans, la froideur du manoir était devenue un poids insupportable. Les pics subtils de Victoria s'étaient intensifiés. Elle oubliait de me dire que le dîner était prêt, me laissant trouver les assiettes débarrassées 1 heure plus tard. Elle demandait à la gouvernante de ranger ma chambre, ce qui entraînait la disparition de mes biens les plus précieux, une petite collection de roches, un livre de dessins, considéré comme du désordre. J'ai essayé d'en parler à mon père une fois. Il était dans son bureau en train de lire le Wall Street Journal. Il n'a même pas levé les yeux de son journal. Michael, ta belle-mère dirige cette maison. Ne cause pas de problème. C'est cette semaine-là qu'Eleanor m'a sauvé. Elle est arrivée un après-midi comme une charge de cavalerie dans un break raisonnable. Elle n'était en rien comme le reste d'entre eux. Elle portait des cardigans confortables, avait de la terre sous les ongles de son jardin, et son rire était fort et authentique. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage pâle et aux cernes sous mes yeux, et une tempête s'est levée dans les siens. Elle n'a pas demandé, elle a informé. Elle est entrée directement dans le bureau de mon père, la pièce même dont j'avais été renvoyé, et a annoncé, Michael restera avec moi du mercredi au dimanche matin désormais. Victoria, qui l'avait suivi, a commencé à bafouiller. Eleanor, ce n'est pas pratique. Son école, sa routine. Eleanor lui lança un regard si puissant qu'il la réduisit au silence au milieu de sa phrase. La routine dans cette maison est ce qui me préoccupe, Victoria, dit-elle, sa voix dangereusement calme. Il a besoin d'un foyer, pas d'une salle d'exposition.
Ce n'est pas à discuter. Mon père, un titan dans la salle de réunion, se flétrit sous le regard de sa mère. Il se contenta d'un bref signe de tête. Et ainsi commença la scission dans mon existence. J'avais 2 vies. 3 jours par semaine, j'étais un fantôme dans un manoir. Mais pendant 4 jours, j'étais réel. La maison d'Éléanore était un joyeux fouillis d'amour fait de livres, de projets de tricot à moitié terminés et de l'odeur constante et glorieuse de quelque chose qui cuisait. Elle ne m'a pas seulement donné une chambre, elle m'a rendu mon enfance. Nous passions des heures dans la cuisine, mes mains couvertes de farine alors que j'apprenais la recette des petits pains à la cannelle de sa mère. Elle m'a appris que l'ingrédient secret était toujours une pincée supplémentaire de vanille. Nous nous assoyions sur sa balançoire de porche et elle me racontait des histoires sur ma mère, pas l'ange aseptisé et parfait, mais la vraie personne, la fille qui avait mis une grenouille dans la chaussure de son père, qui se disputait passionnément sur la politique, qui aimait la pluie. Tu as son cœur, Michael, m'a-t-elle dit un soir alors que nous regardions des lucioles clignoter dans son jardin. C'est un bon cœur, fort. Ne laisse jamais personne te dire que c'est une faiblesse. Le monde a assez d'esprits intelligents. Il manque désespérément de cœurs aimables. Elle était ma boussole, mon encre. Cette différence fondamentale de valeur est devenue un gouffre en vieillissant. La pression pour rejoindre l'entreprise familiale était immense, une hypothèse tacite qui planait dans l'air à chaque réunion de famille. Le Thanksgiving où j'ai annoncé que j'allais devenir professeur d'éducation spécialisée était une déclaration de guerre. Le silence qui s'est abattu sur la table était assourdissant. Philippe laissa tomber sa fourchette. Le sourire de Victoria devint une chose cassante, peinte. Nathan laissa échapper un ricanement moqueur. Un professeur, demanda finalement Philippe, sa voix empreinte d'incrédulité. Tu as un héritage, un empire qui t'attend, et tu veux être professeur? Quel est le salaire pour ça, Michael? Peux-tu même en vivre? Il ne s'agit pas du salaire, dis-je, ma propre voix plus ferme que je ne l'aurais cru, alimentée par le signe de tête silencieux d'Éléanore de l'autre côté de la table. Il s'agit de faire une différence. C'est ce que maman aurait voulu. Utiliser le nom de ma mère était une erreur tactique. Le visage de mon père s'assombrit. Tu n'utiliseras pas le souvenir de ta mère pour justifier une décision insensée, rétorqua-t-il. Elle aurait voulu que tu sois puissant, que tu réussisses, pas ça. Il agita la main avec désinvolture, comme si l'idée même de la profession que j'avais choisie était offensante. Ces dernières années, alors que la force d'Éléanore commençait à faiblir, mes visites bimensuelles sont devenues ma priorité. Je faisais des courses, l'aidais au jardinage, ou souvent je me contentais de m'asseoir avec elle pour lire pendant qu'elle faisait la sieste dans son fauteuil. Son esprit était aussi vif que jamais, mais son corps la trahissait. Les visites du reste de la famille étaient, en revanche, brèves et transactionnelles. Philippe inspectait la maison pour les problèmes d'entretien. Victoria apportait des fleurs trop formelles et des cadeaux trop chers, tout pour l'apparence. C'est lors d'une de mes visites, le dernier Noël avant son décès, qu'elle m'a donné la petite boîte enveloppée de velours. À l'intérieur se trouvait la bague de fiançailles de ma mère. Elle était simple, élégante et elle me semblait être un objet sacré dans ma main. Ton père, dit-elle, sa voix ferme, a demandé ça pour la fiancée de Nathan. Je lui ai dit que c'était hors de question. C'est l'héritage de Sarah. Elle appartient à son fils. Elle est pour la femme que tu choisiras, celle qui appréciera ton cœur aimable. L'idée que mon père essaie de prendre ce dernier morceau de ma mère et de le donner au fils qu'il appréciait vraiment était une trahison si profonde que cela me faisait physiquement mal. En tenant cette bague, j'ai compris, j'étais le fils de ma mère, et comme elle, je serais toujours un étranger dans la famille Miller. La preuve finale est venue lors d'une dispute concernant sa maison au bord du lac, un endroit rempli de mes plus beaux souvenirs d'enfance. Philippe voulait la vendre, la qualifiant d'actif sous-performant. Quand j'ai protesté, essayant de défendre les souhaits d'Éléanore, il a explosé. Tu n'as pas le droit d'avoir une opinion ici. C'est pour la famille. Tu n'es même pas un vrai Miller. Tu es comme ta mère, toujours à nous combattre. Il avait enfin dit la partie silencieuse à voix haute. À ses yeux, je n'étais pas et ne serai jamais assez. Je n'étais pas un vrai Miller. Le déclin a été rapide après cela alors que le corps d'Éléanore s'affaiblissait. La vraie nature de ma famille s'est révélée dans toute sa laideur. Leur campagne pour m'isoler d'elle a commencé non pas avec fracas, mais avec une série d'appels téléphoniques polis et venimeux. Victoria est devenue le dragon à la porte. J'appelais le numéro d'Éléanore,
le numéro que je connaissais par cœur, et la voix froide et contrôlée de ma belle-mère répondait. Michael, chérie, quelle coïncidence. J'étais juste ici en train de prendre des nouvelles de mère, disait-elle, la douceur dans son ton, un mince voile sur l'acier en dessous. Elle vient de s'endormir. Le médecin dit qu'elle a besoin d'un repos absolu. Ou, oh, ce n'est pas une bonne journée aujourd'hui. Elle est très confuse. Je ne pense pas qu'une visite serait sage. Les excuses étaient toujours plausibles, toujours teintées d'une fausse inquiétude qui les rendait impossibles à contredire. Bientôt, les déviations polies se sont formalisées. Un email est arrivé avec une ligne d'objet qui disait « Aide des mères ». Dans cet email, Victoria avait créé un calendrier de visite, soi-disant pour empêcher Eleanor de s'épuiser. Philippe et Nathan se sont vus attribuer de larges plages horaires. Mon nom était en bas, affecté à une fenêtre nette et restrictive de 2 heures le dimanche après-midi. C'était une gifle au visage. J'ai essayé de contourner le problème. Je me suis rendu à la maison un mardi soir, un récipient de sa soupe préférée à la main, pour me faire accueillir par Victoria à la porte. Ses bras étaient croisés, son expression une patience douloureuse. « Michael, nous en avons discuté. Le calendrier est pour le bien de ta grand-mère, dit-elle, bloquant physiquement la porte. Je veux juste la voir quelques minutes, Victoria. Je lui ai apporté de la soupe. C'est très attentionné, dit-elle, prenant en fait le récipient de mes mains. Je vais m'assurer qu'elle l'est. Elle a besoin de se reposer maintenant. Je te verrai dimanche. » La porte s'est refermée sur mon visage avec un clic doux et final. Je suis resté sur le porche pendant une minute entière, humilié et furieux. Il ne la protégeait pas, il l'emprisonnait. Et il s'assurait que j'étais à l'extérieur des murs. Mes visites du dimanche sont devenues des comptes à rebours précieux et douloureux, chaque tic-tac de l'horloge un rappel du temps que je perdais. Le dernier Noël a été la rupture finale et brutale. Le dîner annuel de Noël de Miller chez Eleanor était une tradition qui avait survécu à des années de dysfonctionnement. J'avais supposé, malgré tout, que cela continuerait. Mais la semaine de Noël est arrivée et il n'y a pas eu d'invitation. J'ai appelé mon père, cela est allé directement à sa messagerie vocale, qui était pleine. J'ai envoyé un SMS à Nathan pour lui demander quel était le plan. Le message a été vu mais jamais répondu. Enfin, avec un nœud d'angoisse dans mon estomac, j'ai envoyé un SMS à Victoria. « Salut Victoria. J'espère que tu vas bien. Je voulais juste vérifier à quelle heure je devrais me rendre au dîner le soir de Noël. » Sa réponse a été presque instantanée, une seule phrase froide, « Nous gardons les vacances petites cette année. Mère a besoin de se reposer. » Les mots étaient un coup de poing dans le ventre, mais j'ai essayé de les accepter. Petit, tranquille. Cela a du sens. J'ai passé ce soir de Noël dans mon petit appartement, le silence assourdissant, essayant de me convaincre que c'était pour le mieux. Le mensonge a été révélé quelques jours plus tard. La fiancée de Nathan, une utilisatrice prolifique des médias sociaux, a publié un album intitulé « Un merveilleux Noël Miller ». Les photos étaient une galerie de mon enfer personnel. Il y avait toute la famille, Philippe, Victoria, Nathan et sa fiancée, ma tante et mon oncle, même des cousins éloignés que je connaissais à peine, tous réunis dans le salon d'Eleanor, souriant autour d'un feu rugissant. Il y avait des photos d'eux en train d'ouvrir des cadeaux, d'un dîner somptueux étalé sur la table à manger. Ce n'était pas petit, c'était tout le monde. Tout le monde sauf moi. La trahison était si complète que j'avais l'impression d'être vidé de l'intérieur. Ils ne m'avaient pas seulement désinvité, ils avaient menti délibérément et avec aisance pour s'assurer que je sois parti. Ils avaient célébré une fête de famille dans la maison de ma grand-mère et s'étaient assurés que son petit-fils préféré était assis seul, pleurant une tradition qu'il ne savait même pas morte. Lorsque M. Harrison a appelé quelques mois plus tard pour m'annoncer qu'Eleanor était décédée paisiblement dans son sommeil, le chagrin s'est mêlé d'une colère amère et impuissante. Mon père ne m'a pas appelé. Personne ne l'a fait. Les funérailles ont été le jour le plus solitaire de ma vie. J'ai regardé Nathan et ses amis du club de golf agir comme porteurs, portant la femme qui m'avait tout appris. Je n'étais pas assis sur le premier banc avec mon père et Victoria, mais 3 rangées derrière, un paria exposé au public. J'ai écouté mon père prononcer un éloge funèbre qui ressemblait plus à une déclaration d'entreprise, louant le sens des affaires de sa mère et son rôle dans l'héritage Miller. Il a parlé d'une femme que je ne reconnaissais pas. Il n'a jamais mentionné sa gentillesse, son jardin ou le fait qu'elle m'avait pratiquement élevé. J'avais l'impression de regarder la cérémonie à travers une vitre épaisse.
J'étais là, mais je ne l'étais pas. Après le service, ma famille a accepté les condoléances, leur visage composé de masques de deuil public, tandis que je me tenais seul près d'un pilier, ignoré. Les 2 semaines qui ont suivi les funérailles ont été un brouillard silencieux et gris. J'ai traversé mes journées dans un état second, le monde étouffé. Je faisais mon travail par habitude, mais mon cœur n'y était pas. J'étais détaché. Puis, un jeudi soir, mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro que je connaissais trop bien, Nathan. Mon cœur a fait un petit bond idiot. Peut-être, juste peut-être, c'était ça, une branche d'olivier, un moment de deuil partagé qui pourrait combler le fossé entre nous. Mes mains tremblaient en ouvrant le message. Les mots à l'écran se sont gravés dans mon cerveau, demain au bureau de Harrison. 14 heures. Papa dit de ne pas le dire à Michael. Il m'a fallu un moment pour comprendre. Il n'avait pas voulu me l'envoyer, il avait dû envoyer un SMS à son père et appuyer sur mon nom par erreur. La cruauté des involtes, la confirmation irréfléchie de mon exil, était plus douloureuse que n'importe quelle dispute. Ils encerclaient déjà, prêts à diviser le butin, et leur première priorité était de s'assurer que je ne sois nulle part en vue. J'ai regardé l'écran, le téléphone lourd dans ma main. Une vague d'épuisement total m'a envahi. Je pouvais juste laisser tomber. Je pouvais supprimer le message, éteindre mon téléphone et les laisser faire. Qu'ils aient la maison, l'argent, la victoire qu'ils désirent si ardemment. Ce serait tellement plus facile. Mais alors un souvenir a refait surface. Un après-midi d'hiver froid, il y a des années. J'avais environ 15 ans, et Nathan venait de me traiter de cas de charité devant ses amis. Je m'étais caché dans le bureau d'Eleanor, humilié. Elle m'y a trouvé. Elle n'a pas offert de platitude. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Michael, ne laisse jamais personne d'autre définir ta valeur. Ta valeur n'est pas déterminée par leur opinion. Elle est déterminée par tes actions. » Sa voix, si claire dans ma mémoire, était comme une éclaboussure d'eau froide. Mes actions. Que ferais-je maintenant? Mes pouces se sont déplacés sur le clavier, lentement et délibérément. J'ai tapé un seul mot et l'ai envoyé à Nathan, confirmé. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Je n'avais pas de plan. Mais je savais que je ne pouvais pas les laisser faire ça dans l'ombre. Je le devais à Eleanor. Je le devais à moi-même. Quoi qu'ils allaient faire, ils allaient le faire avec moi dans la pièce. Ils allaient devoir regarder l'homme qu'ils avaient créé et en assumer les conséquences. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une étrange clarté froide. La peur était toujours là, un nœud de glace au creux de mon estomac, mais elle était éclipsée par un sentiment de but que je n'avais pas ressenti depuis des années. J'ai choisi mes vêtements avec soin, pas les costumes chers qu'ils portaient, mais ma meilleure tenue d'enseignant, une chemise boutonnée repassée, un blazer simple et un pantalon foncé. C'était mon armure. C'était qui j'étais en dehors d'eux. Le trajet en centre-ville était surréaliste. La ville bourdonnait de son énergie frénétique habituelle, mais à l'intérieur de ma voiture, c'était silencieux. Je n'ai pas allumé la radio. J'ai juste écouté le battement de mon propre cœur, un rythme régulier et nerveux. Je n'arrêtais pas d'imaginer leur visage quand j'entrerais, le choc, la colère. J'ai répété mes répliques, simples et directes, j'ai le droit d'être ici. C'était ma grand-mère. Les mots semblaient puissants dans la solitude de ma voiture. J'ai prié pour qu'ils ne m'abandonnent pas quand j'aurais le plus besoin d'eux. Le cabinet d'avocats Harrison et Associés occupait le dernier étage d'une tour de verre et d'acier qui effleurait le ciel. Il était conçu pour impressionner et intimider, une forteresse de richesse et de pouvoir. En sortant de l'ascenseur dans le hall d'entrée feutré et silencieux, j'ai senti une vague familière d'inadéquation m'envahir. C'était leur territoire. J'étais un envahisseur. La réceptionniste, une jeune femme avec un sourire poli et professionnel, a levé les yeux lorsque je me suis approché. « Puis-je vous aider ?» « Je suis Michael Miller », ai-je dit, ma voix sortant plus forte que je ne l'avais prévu. « Je suis ici pour la réunion de 14 heures concernant la succession d'Eleanor Miller. » Son sourire a vacillé pendant une fraction de seconde. Une lueur de confusion dans ses yeux m'a dit que mon nom ne figurait pas sur sa liste, mais elle était professionnelle. « Bien sûr, Monsieur Miller. La salle de conférence principale est juste au bout du couloir, sur votre gauche. » Chaque pas dans ce long couloir silencieux me semblait durer 1 kilomètre. Les murs lambrissés de chaînes semblaient se refermer sur moi. Je pouvais entendre leur voix maintenant, étouffée mais distincte, le baryton autoritaire de mon père,
les syllabes acérées et précises de Victoria. J'ai atteint la porte, qui était légèrement entr'ouverte. Prenant une dernière inspiration profonde, je l'ai poussée et suis entré. L'effet a été instantané. Toute conversation a cessé. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton de sourdine. 3 paires d'yeux, 3 expressions de choc pur et non filtrées, se sont fixées sur moi. Mon père a été le premier à se reprendre. Il a repoussé sa chaise, le bruit grinçant dans le silence, et s'est levé de toute sa hauteur. Il utilisait sa présence physique comme une arme, et il l'a pointée directement sur moi, se déplaçant pour me barrer le chemin dans la pièce. « Qu'est-ce que tu fais ici, bordel ?» a-t-il demandé, sa voix un grognement bas et dangereux. « Je suis ici pour la lecture du testament de ma grand-mère, » ai-je dit, me forçant à croiser son regard furieux. « Tu n'as pas été invité parce que tu n'es pas désiré ?» a-t-il rétorqué. « C'est une réunion privée pour la famille. »« Je suis son petit-fils » ai-je répété, les mots me servant de bouclier. « Cela fait de moi un membre de la famille. »« Tu es le fils de la fille qui a abandonné les valeurs de cette famille » a coupé Victoria, sa voix comme le cliquetis de la glace dans un verre. « Tu as renoncé à ton droit d'être ici il y a longtemps. » Nathan se contentait de regarder, adossé à sa chaise avec ce sourire narquois caractéristique, savourant pleinement mon humiliation. Il était spectateur de mon exécution. La tension dans la pièce était palpable et explosive. Mon père a fait un pas vers moi, ses mains se serrant en poing. Je me suis préparé, mais avant que la confrontation ne puisse dégénérer, Monsieur Harrison est intervenu. « Philippe, dit-il, sa voix calme mais empreinte d'une autorité indéniable qui perçait la rage de mon père, ça suffit. » Il ne regarda pas mon père. Il me regarda. « Michael, entrez, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Votre grand-mère a été très précise quant à votre présence. » La déclaration flottait dans l'air, une énigme que personne, et surtout pas moi, ne pouvait résoudre. Précise? Pourquoi? Mon père avait l'air d'avoir reçu une gifle. Il lança un regard venimeux à Monsieur Harrison, mais le regard de l'avocat était inflexible. Vaincu pour le moment, mon père s'écarta, la mâchoire serrée par la fureur. Je le dépassai, la chaleur de sa colère rayonnant de lui, et pris la place vide à l'extrémité de la table. L'atmosphère était électrique de ressentiment. Ils communiquaient par des regards silencieux et furieux au-dessus de ma tête, unis dans leur dédain pour moi. Ils étaient extrêmement confiants, traitant ma présence comme une dernière et bizarre contrariété avant l'événement principal. Dans leur esprit, l'issue était une conclusion inévitable. Ce n'était qu'une formalité. Monsieur Harrison a soigneusement mis une paire de lunettes de lecture à monture dorée et a ramassé un document épais et imposant relié en cuir bleu. Ceci, annonça-t-il, sa voix formelle, est le dernier testament d'Eleanor May Miller, signé et exécuté le 17 novembre de l'année dernière. J'ai servi de témoin, ainsi que 2 de mes associés principaux. Au moment de la signature, Eleanor était parfaitement saine d'esprit, un fait qui a été vérifié de manière indépendante. Il marqua une pause, laissant cette dernière phrase s'imprégner, ses yeux se dirigeant brièvement vers Philippe. Il s'éclaircit la gorge. Je vais maintenant procéder à la lecture du testament. Je serrai le bord de la table, mes jointures blanchissant. Je me suis préparé à la confirmation juridique finale de ce qu'il m'avait dit toute ma vie, que j'étais secondaire, une pensée après coup, une note de bas de page dans l'histoire de la famille Miller. Je voulais juste que ça se termine. Je pensais savoir ce qui allait arriver. Je pensais m'être préparé au pire, mais je n'avais aucune idée de la vérité que ma grand-mère avait préparée pour nous tous. Monsieur Harrison commença à lire, sa voix un ronronnement constant et impassible alors qu'il parcourait le jargon juridique dense qui ouvrait le testament. Il lut des clauses concernant le paiement des dettes impayées, les arrangements pour les frais funéraires et les petits légaux œuvres de bienfaisance préférés d'Eleanor. Ma famille écoutait avec une impatience à peine dissimulée. Philippe tapait son stylo sur la table, un rythme staccato aigu de cupidité. Victoria inspectait ses ongles comme si toute la procédure était terriblement banale. Ils étaient comme des chevaux de course à la porte de départ, attendant juste que la cloche sonne pour qu'ils puissent réclamer leur prix. Sentant leur dédain collectif, j'ai ressenti un besoin désespéré de me justifier une dernière fois, de leur faire comprendre. Je voulais être ici pour lui rendre hommage, ai-je dit, ma voix si basse qu'elle s'est presque perdue dans la vaste pièce silencieuse. C'est tout. Ma dignité tranquille était comme un chiffon rouge pour un taureau. C'était mon refus d'avoir honte, ma simple déclaration d'amour, qui a finalement fait craquer mon père.
Il était sorti de sa chaise et sur moi avant même que je puisse comprendre son intention. La gifle n'était pas une réprimande. C'était un acte de violence. Le son de celle-ci, un claquement sec et humide, sembla aspirer tout l'air de la pièce. Ma tête bascula sur le côté, ma pommette explosant dans une douleur chaude et lancinante. Pendant une seconde, le monde n'était que le tintement dans mes oreilles et le léger goût cuivré du sang dans ma bouche. Comme ta mère décédée, toujours ingrat, cracha Philippe, son visage un masque déformé de fureur. Il avait besoin d'apprendre la honte, ajouta Nathan, sa voix remplie d'une satisfaction suffisante. Victoria hocha la tête avec son approbation royale. Voilà ce qui arrive quand on n'élève pas correctement un enfant. La brutalité pure et simple de cela, dans ce cadre formel, devant un avocat, me laissa sans voix. Mais c'est monsieur Harrison qui réagit. Il se leva d'un bond, son visage transformé d'un calme professionnel à une rage tonitruante. Philippe, asseyez-vous maintenant, ordonna-t-il, sa voix un rugissement absolument choquant venant de l'homme habituellement doux. Si vous ne pouvez pas vous conduire avec un brin de décence humaine, je ferai escorter la sécurité hors de ce bâtiment, et nous conclurons ceci sans vous. La fureur débridée dans la voix de l'avocat stupéfia mon père et le fit se conformer. Il me lança un dernier regard noir avant de retourner en trombe à sa chaise. Monsieur Harrison resta un moment debout, respirant fortement, son dégoût pour ma famille palpable. Il me jeta un regard de profonde sympathie avant de reporter son attention sur les documents sur la table. Quand il parla à nouveau, sa voix était froide, précise et portait le tranchant d'une guillotine. Comme je le disais, dit-il, ramassant le testament. Il regarda par-dessus ses lunettes, non pas la page, mais directement Philippe, Victoria et Nathan. Je crains qu'il n'y ait eu un grave malentendu fondamental. Il laissa le silence s'étirer, les forçant à se tortiller sous son regard. Philippe, dit-il, sa voix plate, votre nom n'apparaît pas dans ce testament, sauf en tant qu'exécuteur testamentaire à contourner. Victoria, vous n'êtes pas mentionné. Nathan, vous n'êtes pas mentionné. Philippe laissa échapper un rire étranglé. Qu'est-ce que c'est que ça, Harrison? Une blague? Allez-y. Nous connaissons tous les souhaits d'Eleanor. Oh, je vous assure que j'exécute ses souhaits à la lettre, répondit monsieur Harrison, sa voix dangereusement douce. Ce n'est pas une blague. Le testament est très clair. Le seul bénéficiaire, l'héritier de toute la succession d'Eleanor Miller. Il fit une pause, laissant les mots résonner, un glas pour leurs attentes. Il tourna lentement la tête, délibérément, jusqu'à ce que ses yeux doux hélas croisent les miens. C'est Michael Sarah Miller. Le silence qui suivit était une chose physique. Il était si absolu, si lourd. On avait l'impression d'une pression dans un océan profond. Je ne pouvais pas respirer. Je ne pouvais pas penser. Moi? Michael Sarah Miller? Elle avait utilisé le nom de ma mère. C'était un rêve. Ça devait l'être. Puis le silence se brisa. Impossible, hurla Philippe, se levant à nouveau d'un bond. C'est un mensonge. C'est un faux. Il lui a lavé le cerveau. Le petit bâtard a lavé le cerveau d'une vieille femme malade. Victoria laissa échapper un halètement théâtral, sa main volant vers ses perles. Il a profité d'elle. Il l'a empoisonnée contre son propre fils, sa propre chair et son propre sang. Nathan, pour la première fois, sembla vraiment stupéfait, son sourire narquois effacé de son visage, remplacé par une expression de pur incrédule. Non, pas possible. On va se battre. Tu seras au tribunal pour le reste de ta vie. Tu m'entends? J'étais toujours figé, incapable de parler, me noyant dans le raz-de-marée de leur rage et de mon propre choc. Monsieur Harrison leva une seule main impérative. Avant de gaspiller votre souffle en menace, dit-il, sa voix coupant à travers le bruit comme un scalpel de chirurgien, je vous suggère d'écouter. Eleanor n'était rien si ce n'est minutieuse. Elle avait anticipé cette réaction exacte. Il prit une enveloppe scellée séparée, l'ouvrit avec un coupe-papier et en sortit une seule feuille de papier. Elle a laissé une lettre personnelle à lire en cas de litige. Elle est de sa propre écriture, reconnaissable entre toutes. Il commença à lire, et ce faisant, la voix d'Eleanor remplit la pièce, une présence fantomatique rendant son jugement final. À ma famille, commença-t-il. Si cette lettre est lue, cela signifie que je suis parti et que vous avez, comme je l'avais prédit, réagi avec colère et incrédulité. Pendant des années, je vous ai observé.
Je vous ai vu non pas comme une mère ou une grand-mère, mais comme un coffre-fort à ouvrir à ma mort. Cet héritage était un test, et vous avez tous échoué de manière spectaculaire. Philippe fit un bruit d'étouffement, mais la voix de Monsieur Harrison était implacable. Philippe, mon fils, tu as plus valorisé mon portefeuille d'actions que mes histoires. Tu as vu ma maison comme un bien immobilier, mes souvenirs comme un fouillis. Tu étais tellement concentré sur l'héritage de Miller Investment que tu as oublié l'héritage d'être un homme bon, un bon père. Tu as déjà plus d'argent que tu ne pourras jamais en dépenser. Tu ne recevras pas un centime de plus de ma part. Mon père s'enfonça dans sa chaise, toute la combativité s'échappant de lui, laissant derrière lui une enveloppe grise et vaincue. Victoria, tu as épousé un nom, pas un homme. Tu as vu cette famille comme une échelle, et tu as vu mon petit-fils comme un barreau cassé sur lequel il fallait marcher. Tu as essayé d'effacer ma fille, Sarah, de l'histoire de cette famille. Pour cela, je ne te pardonnerai jamais. Tu ne profiteras pas de la succession d'une femme que tu as si ouvertement méprisée. Victoria commença à pleurer, non pas des larmes de chagrin, mais de rage frustrée et impuissante. Nathan, mon petit-fils, né avec des privilèges. Tu as pris la gentillesse pour de la faiblesse et la compassion pour de la folie. Tu t'es moqué de ton frère pour avoir choisi une vie de service. Tu as le nom de ton père et son ambition, mais tu n'as pas le cœur que ta mère, malgré tous ses défauts, a autrefois vu en lui. Peut-être qu'un jour tu apprendras ce qui a vraiment de la valeur. Mais tu ne l'apprendras pas avec mon argent. Nathan resta rigide, son visage pâle et tacheté. Finalement, la voix de Monsieur Harrison s'adoucit, les bordures fondant alors qu'il lisait le dernier passage. Et Michael, mon très cher Michael, mon garçon avec le cœur de Sarah. Ils t'ont vu comme le dernier, mais tu as toujours été le premier. Tu es le seul à être venu me rendre visite sans arrière-pensée. Tu m'as apporté ton temps, tes histoires, ta compagnie tranquille, qui valait plus que tout l'or de mes coffres. Je t'ai vu me tenir la main quand j'étais malade. Je t'ai vu écouter, vraiment écouter, quand je parlais. Ils ont vu un salaire d'enseignant. J'ai vu une richesse de caractère incommensurable. Des larmes coulaient maintenant librement sur mon visage, non pas de tristesse, mais d'une validation profonde et bouleversante. Par conséquent, lut Monsieur Harrison, sa voix résonnant avec la force du maillet d'un juge, je lègue l'intégralité de ma succession, sans exception, mes maisons, mes comptes, mes investissements et tous mes effets personnels, à mon petit-fils bien-aimé, Michael Sarah Miller. Il est le véritable héritier de mon héritage, non pas de richesse, mais de gentillesse. Qu'il l'utilise à bon escient. L'avocat posa la lettre sur la table. La guerre était finie. Le monde avait été refaçonné. Les rois avaient été détrônés, et moi, le garçon qui n'était pas un vrai Miller, le fantôme dans la machine, venait de recevoir le royaume entier. L'explosion qui suivit la lecture de la lettre fut immédiate et virulente. Philippe, Victoria et Nathan bondirent de leurs chaises, un chœur de menaces et d'accusations hurlait. C'est une parodie de justice. On se reverra au tribunal. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Ils sortirent en trombe de la salle de conférence, claquant la porte si fort qu'une reproduction encadrée accrochée au mur vibra. Soudain, le silence se fit dans la pièce. L'absence abrupte de l'orage laissa un vide, rempli seulement par le son de ma propre respiration saccadée. Je restais assis là, paralysé, les mots d'Eleanor et les menaces de ma famille tourbillonnant dans ma tête. Seul bénéficiaire. Vous serez au tribunal pour le reste de votre vie. Monsieur Harrison laissa le silence s'installer un instant avant de s'approcher et de poser une main rassurante sur mon épaule. Ce simple contact humain me ramena à la réalité. Respirez, Michael, dit-il, sa voix douce. Je sais que c'est accablant. Eleanor savait que ce serait difficile, mais elle croyait que vous étiez assez fort, et elle avait raison. Il expliqua les mesures qu'Eleanor avait prises pour renforcer le testament, les 3 évaluations neurologiques distinctes, qui concluaient toutes qu'elle avait une acuité mentale supérieure, les déclarations écrites de son médecin et de ses amis attestant qu'elle parlait de ses intentions depuis des années. Elle avait construit une forteresse inébranlable autour de sa décision. Il me tendit une grande et lourde enveloppe, les clés de la maison, de la propriété au bord du lac, du coffre-fort, les numéros de compte initiaux. Tout est là. Tout est à vous maintenant, Michael. Ce soir-là, me rendre en voiture chez ma grand-mère fut une expérience entièrement nouvelle. Ce n'était pas une visite. C'était un retour au bercail. La maison victorienne familière avec ses décorations de pain d'épices fantaisistes ressemblait à un phare dans le crépuscule.
Je montai les marches du Porsche, mais pas résonnant, et utilisai la clé. La serrure tourna avec un bruit sourd satisfaisant. Dès l'instant où je suis entré, j'ai su que quelque chose n'allait terriblement pas. L'air était immobile et imprégné de son parfum de lavande et de vieux papier, mais il y avait un vide dans le silence, un néant. Je suis entré dans le salon. Des rectangles pâles et exempts de poussière marquaient les murs où les tableaux de paysages bien-aimés de mon grand-père avaient été accrochés. Ils avaient disparu. Sur la cheminée, les lourds et ornés chandeliers en argent qui étaient dans la famille depuis des générations manquaient. Un œuf froid de crainte se serra dans mon estomac. Avec une horreur croissante, je suis allé de pièce en pièce. Dans la salle à manger, un buffet était vide. Le service à thé en argent massif avait disparu. Je me suis précipité à l'étage dans sa chambre, mon cœur battant un rythme effréné contre mes côtes. J'ai ouvert en grand les portes de son armoire à bijoux en acajou. C'était une scène de violation. Les plateaux doublés de velours étaient vides, saccagés. Ses perles, ses broches en diamant, les boucles d'oreilles en émeraude que mon grand-père lui avait offertes pour leur 25e anniversaire, tout avait disparu. La prise de conscience m'a frappé avec la force d'un coup physique. Il n'avait pas seulement prévu d'hériter de ses biens. Ils avaient déjà commencé à se servir eux-mêmes. Ils avaient traité sa maison comme une salle d'exposition où il pouvait prendre des objets à volonté. La colère qui m'a traversé était nette et chaude, brûlant le choc et laissant derrière elle un noyau d'acier froid et dur. Il ne s'agissait pas d'argent. C'était une profanation. Puis un souvenir a refait surface. Eleanor, il y a un an, assise à son bureau, tapotant un épais journal relié en cuir. Il est toujours bon d'avoir des registres, Michael, avait-elle dit avec un regard entendu. Je suis allé dans son bureau. Dans le tiroir du bas de son bureau antique, juste là où je me souvenais, se trouvait le journal. Je l'ai ouvert. Page après page était remplie de son écriture élégante et bouclée, un inventaire méticuleux de chaque objet de valeur dans la maison. Mais il y avait plus. À côté de nombreuses entrées, il y avait des annotations récentes, datées et portant ses initiales. Paire de chandeliers du XVIIIe siècle pris par Nathan pour être poli. 21 mai, non retourné. Croquis de monnaie, étude de nénuphar, pris par Philippe pour une réévaluation. 11 juin, non retourné. Collier de saphir et de diamants emprunté par Victoria pour un gala de charité. 2 septembre, non retourné. Elle avait documenté chaque vol. Elle le savait, et elle avait tenu un registre de leur avidité. Glissée dans une pochette à l'arrière du journal se trouvait une simple clé USB argentée. Mes mains tremblaient lorsque je l'ai branchée sur son ordinateur portable. Elle contenait une copie numérique du journal ainsi que des reçus numérisés, des documents d'évaluation et des fichiers vidéo. Elle avait installé une petite caméra de sécurité discrète pointée vers la porte d'entrée. Les clips les montraient tous, clairs comme le jour, sortant de sa maison avec ses trésors dans les mains. Le lendemain matin, j'étais une personne différente. Le deuil était toujours là, un résident permanent dans mon cœur. Mais il avait maintenant de la compagnie, une détermination féroce et protectrice. Je n'étais plus seulement Michael le professeur. J'étais le gardien de l'héritage d'Eleanor. J'ai engagé le meilleur avocat spécialisé en contentieux que j'ai pu trouver, une femme nommée Diana Albright, réputée pour être un requin. J'étais assis dans son bureau élégant et moderne, j'ai posé le journal et la clé USB sur son bureau en verre, et je lui ai tout raconté. Elle a écouté sans interruption, son expression se durcissant à chaque détail. Quand j'ai terminé, elle a pris le journal, en feuilletant les pages. Votre grand-mère, dit-elle, un sourire lent et dangereux se dessinant sur son visage, était une sacrée force de la nature. Ils sont tombés dans un piège qu'ils ont eux-mêmes tendu. Cet après-midi-là, le bureau de Maître Albright a envoyé 3 lettres recommandées avec accusé de réception. Ce n'étaient pas des demandes. C'étaient des exigences. Elle décrivait dans des détails atroces les objets qui avaient été illégalement retirés de la succession. Elle mentionnait l'existence d'un registre méticuleusement tenu et de preuves vidéo. Elles exigeaient le retour immédiat de tous les objets dans les 48 heures, faute de quoi nous engagerions des poursuites civiles et pénales. Le premier coup de feu de la guerre avait été tiré. Et pour la première fois de ma vie, c'était moi qui tenais le canon. La réponse de ma famille n'a pas été un signe de contrition, mais d'escalade. Confrontés à la preuve juridique de leur vol, ils se sont déchaînés, essayant de gagner devant l'opinion publique ce qu'ils savaient qu'ils perdraient devant un tribunal. Leur stratégie était simple et brutale, me détruire. La poursuite de Philippe a été déposée en moins d'une semaine.
C'était un chef-d'œuvre de fiction, m'accusant d'influence indue et dressant le portrait de moi comme d'un prédateur rusé qui avait isolé une Éléanore confuse et vulnérable de sa famille aimante. C'était un document public conçu pour être repris par les médias locaux, pour semer le doute sur mon caractère et me présenter comme le méchant. Les méthodes de Victoria étaient plus personnelles, plus insidieuses. Elle a commencé une campagne systématique pour ruiner ma vie. Elle a obtenu la liste de contacts des parents de ma classe et a commencé à téléphoner, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. Elle parlait de mon comportement erratique, de ma nouvelle obsession pour l'argent, et laissait entendre que je n'étais peut-être pas assez stable pour être en contact avec leurs enfants. Elle essayait d'empoisonner le puits, de dresser les parents et mes collègues contre moi, de me retirer la seule chose qui m'appartenait entièrement, ma vocation. La pression était immense. J'ai commencé à recevoir des regards étranges dans les couloirs de l'école. Une collègue enseignante, une femme gentille avec qui j'avais toujours été amicale, m'a pris à part un jour. Michael, dit-elle avec hésitation, je ne crois pas un mot de tout ça, mais un des parents m'a appelé pour me poser des questions sur vous. Faites attention. Ma directrice, Madame Davis, était ma plus fervente défenseur. Elle m'a convoqué dans son bureau après avoir reçu un appel de Victoria elle-même. Cette femme est une vipère, dit Madame Davis, son visage crispé de colère. Ne vous inquiétez pas, Michael. Votre poste est assuré. Nous savons qui vous êtes. Sa loyauté était une bouée de sauvetage, mais le stress était corrosif. Je dormais à peine. Je ressentais un bourdonnement constant d'anxiété, attendant toujours la prochaine attaque. La confrontation finale a eu lieu lors d'une session de médiation préalable au procès. Maître Albright y avait insisté. Nous étions assis en face d'eux à une autre table de conférence brillante, moi et Maître Albright d'un côté, Philippe, Victoria, Nathan et leur roquet d'avocats hargneux de l'autre. Leur avocat a passé 20 minutes à faire des effets de manche, exposant leur version fabriquée de ma manipulation, décrivant Philippe et Victoria comme des parents au cœur brisé qui avaient été exclus par un petit-fils machiavélique. Ils étaient assis là, hochant tristement la tête, jouant à la perfection le rôle des victimes. Quand il eut terminé, Maître Albright n'offrit pas de réfutation. Elle ne discuta pas. Elle ouvrit simplement son ordinateur portable, le tourna de façon à ce qu'ils puissent tous voir l'écran, et appuya sur lecture. Et là, il y avait Éléanore. Sur l'écran, ma grand-mère était assise dans son fauteuil préféré près de la fenêtre. Elle avait l'air frêle, mais ses yeux étaient perçants et lucides. Elle regarda directement la caméra qu'elle avait cachée sur son étagère. Je m'appelle Eleanor Miller, dit-elle, sa voix faible mais ferme. Nous sommes le 14 octobre. J'enregistre cette déclaration de mon plein gré pour m'assurer que mes dernières volontés sont comprises et respectées. Pendant les 10 minutes suivantes, elle démonta systématiquement et calmement toute leur argumentation. Elle parla de mes visites, de la joie qu'elles lui apportaient. Puis elle parla de leur négligence, sa voix teintée d'une tristesse profonde et lasse. Mon fils, Philippe, n'a pas eu une vraie conversation avec moi depuis 5 ans, dit-elle. Sa femme, Victoria, me regarde avec mépris. Ils attendent que je meure. Je ne suis pas une idiote. Puis elle regarda directement la caméra, et j'eus l'impression qu'elle regardait directement dans mon âme. Je ne t'ai pas élevé pour être un paillasson, mon chéri, dit-elle, un petit sourire féroce sur les lèvres. Je t'ai élevé pour que tu sois comme ta mère, assez fort pour tenir tête aux brutes, même quand ce sont des membres de la famille. Je t'aime, Michael. Maître Albright arrêta la vidéo. Le silence dans la pièce était absolu. Puis elle cliqua sur le fichier suivant. C'était la feuille de calcul, projetée sur l'écran en noir et blanc austère. Article par article, elle détaillait leur vol avec les dates, les photos et les valeurs d'évaluation. Le total en bas de page était de 417 500 $. La couleur quitta le visage de Philippe. Victoria émit un petit son étranglé. Leur avocat resta là à fixer, la bouche légèrement ouverte. Il regardait un dossier qui venait d'être complètement et irrévocablement détruit. La poursuite a été retirée moins de 24 heures plus tard. Il n'y a eu ni excuse, ni reconnaissance, juste un abandon silencieux et humiliant. Une semaine après cela, les fourgons de déménagement anonymes ont commencé à arriver à la maison d'Eleanor, toujours à l'aube ou au crépuscule, comme des voleurs dans la nuit. Les objets volés ont été laissés sans cérémonie sur le porche, enveloppés dans de bons marchés couvertures de déménagement. Le retour de leur butin était leur concession de défaite. La guerre étant terminée, je pouvais enfin commencer à construire une nouvelle vie.
La première chose à faire était de donner à l'héritage d'Eleanor un véritable objectif. J'ai créé la bourse commémorative Eleanor et Sarah Miller dans mon alma mater, une bourse complète pour un étudiant poursuivant des études en éducation spécialisée. Je voulais que leurs noms liés ensemble soient une source d'opportunité et d'espoir. J'ai ensuite fondé la Eleanor S. Guardians Foundation, une organisation dédiée à la défense et au soutien des personnes âgées confrontées à la négligence familiale et à l'exploitation financière. Je prenais le chapitre le plus laid de ma vie et le transformais en un bouclier pour les autres. Un soir, des mois plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était Chloé, la femme de Nathan. Sa voix était hésitante, fragile. Michael, je devais appeler, balbutia-t-elle. Nous avons une autre bébé, une petite fille. Elle commença à pleurer doucement. Quand je la regarde, tout ce à quoi je peux penser, c'est le genre de famille dans laquelle elle est née. Et je suis tellement désolé, Michael, pour tout ça. Pour être restée silencieuse. Je veux qu'elle te connaisse. Je veux qu'elle connaisse la vérité. Ce n'était pas un pardon. Ce n'était pas une réconciliation magique, mais c'était une fissure dans le mur de glace. C'était le premier signe hésitant qu'une nouvelle histoire, une meilleure, pourrait être possible pour la prochaine génération. C'était l'espoir. Plus tard, après le départ du dernier invité, je me suis tenu seul dans le salon tranquille, regardant les 2 photos sur la cheminée. Le parfum des gardénias et la chaleur persistante de mes amis emplissaient l'air. Pour la première fois depuis 1 an, un profond sentiment de paix s'empara de moi. La guerre était finie. Les fantômes étaient au repos. J'avais porté l'héritage d'Eleanor et le souvenir de ma mère dans la lumière. La maison n'était plus un champ de bataille. C'était un sanctuaire. Alors que je restais là à m'imprégner du silence, je pensais à l'avenir, les bourses que je financerais, les personnes âgées que je pourrais aider grâce à la fondation à un avenir bâti sur la gentillesse. C'est alors que la sonnette retentit. Le son était discordant, un choc électrique dans le calme tranquille de cette heure tardive. Ce n'était pas le doux carillon d'un invité. C'était une pression forte et insistante, suivie d'une autre. Mon cœur, qui était si calme quelques instants auparavant, commença à battre un rythme effréné et nerveux contre mes côtes. Aucun de mes amis ne reviendrait si tard sans appeler. Je me suis dirigé vers la porte, mais pas hésitant sur le plancher en bois franc. À travers le petit Judas, j'ai vu une silhouette que je ne m'attendais plus jamais à voir sur le pas de ma porte. C'était Nathan. Ce n'était pas l'homme narquois et arrogant du bureau de l'avocat. La personne recroquevillée sous la lumière de mon porche ressemblait à un étranger portant le visage de mon frère. Son costume coûteux était froissé. Sa cravate était dénouée, et ses cheveux étaient en désordre, comme s'il y avait passé ses mains pendant des heures. Mais ce sont ses yeux qui m'ont choqué. La supériorité suffisante avait disparu, remplacée par un regard désespéré et creusé que je n'avais jamais vu auparavant. Il avait l'air brisé. Une partie de moi voulait garder la porte fermée à clé pour préserver la paix qu'il était venu briser. Mais la voix d'Eleanor résonna dans ma mémoire, ne les laissez jamais vous convaincre que la gentillesse est une faiblesse. Avec une profonde inspiration, j'ai tourné le verrou et ouvert la porte. Il tressaillit quand il me vit, comme s'il s'attendait à ce que je la claque à son visage. Il resta juste là un instant, changeant son poids, incapable de croiser mon regard. Nathan, dis-je, ma voix neutre. Que voulez-vous? Puis-je entrer, demanda-t-il, sa voix rauque, presque un murmure. Juste 1 minute, s'il vous plaît? Contre mon gré, je me suis écarté et l'ai laissé entrer. Il entra dans le salon et s'arrêta net. Ses yeux se fixèrent sur les 2 photos sur la cheminée, Eleanor et ma mère côte à côte. Il fixa la photo de ma mère, Sarah, comme s'il voyait un fantôme. Je n'ai pas vu de photo d'elle depuis une éternité, murmura-t-il, sa voix chargée d'une étrange émotion que je ne pouvais pas identifier. Père, il s'est débarrassé de tout après son mariage avec Victoria. Je sais, dis-je doucement. Il finit par se tourner vers moi, et le barrage de son sang-froid céda. C'est fini, Michael, dit-il en sanglotant, son visage se brisant. Tout est fini. Qu'est-ce qui est fini? La société, dit-il, s'affaissant dans un fauteuil comme si ses jambes ne pouvaient plus le soutenir. Miller Investment. C'est fini. Nous sommes ruinés. J'étais stupéfait par le silence. Miller Investment était plus qu'une entreprise. C'était l'identité des Miller. C'était leur royaume, leur héritage,
la source de toute leur puissance et de leur fierté. De quoi parlez-vous? Comment? Il laissa échapper un rire court et amer qui ressemblait plus à un sanglot. Père, dit-il, le mot dégoulinant d'une nouvelle sorte de venin. Après le testament, après qu'Éléanore l'ait coupé, il est devenu fou. Il est devenu imprudent, obsédé. Il n'arrêtait pas d'essayer de prouver qu'il n'avait pas besoin d'elle, qu'il pouvait tout reconstruire en plus grand et en mieux par lui-même. Il a versé tout le capital de la société, toute la richesse personnelle de notre famille, dans une série de transactions spéculatives à haut risque. Il jouait, essayant de décrocher un énorme jackpot pour compenser ce qu'il avait perdu. Nathan leva les yeux vers moi, ses yeux brillants de larmes de rage et de désespoir non versées. Il n'a pas seulement échoué, Michael. Il a tout incinéré. Il a mis tout en jeu. La société est insolvable. Les créanciers appellent. Nous allons tout perdre. La maison, les voitures, tout ce dont ils se sont toujours vantés devant vous. Tout est construit sur une fondation de dette qui vient de s'effondrer. Je suis resté là à essayer de comprendre l'ampleur de la révélation. Mon père, dans son orgueil arrogant, avait détruit la chose même qu'il adorait. L'empire était construit sur le sable, et la marée était finalement arrivée. Pourquoi me racontez-vous ça, Nathan, demandai-je, ma voix froide. Êtes-vous venu ici pour jubiler de la façon dont il s'est autodétruit? Non, dit-il, secouant la tête, me regardant avec une supplique brute et désespérée. Je suis ici pour supplier. Le mot flottait dans l'air entre nous, laid et brut. Vous êtes le seul qui reste. Vous avez les ressources. Vous pouvez sauver la société, Michael. Vous pouvez sauver l'héritage des Miller. Un renflouement, un investissement, peu importe ce qu'il faut. C'est 100 ans d'histoire de notre famille. Ne le laissez pas tuer ça, s'il vous plaît. L'ironie était si palpable que je pouvais à peine respirer. Le voici, l'enfant chéri, qui me supplie, moi, le paria, de sauver l'héritage qu'ils avaient utilisé pour me rabaisser toute ma vie. Il voulait que j'utilise l'argent d'Éléanore pour reconstruire le monument à la fierté de mon père. Mon esprit était un tourbillon d'émotions contradictoires. Une partie sombre et vengeresse de moi avait envie de lui rire au visage, de lui dire de savourer le goût des cendres. Mais une autre partie, la partie qu'Éléanore avait nourrie, ressentait une vague de pitié pour l'homme brisé devant moi. C'était le test ultime de sa leçon. Étais-je le fils de mon père, animé par l'orgueil et la vengeance, ou étais-je le fils de ma mère, animé par quelque chose de mieux? Alors que je luttais avec ce choix impossible, un autre souvenir a refait surface à un petit détail ennuyeux que j'avais mis de côté. Lorsque M. Harrison m'avait donné les clés du coffre-fort principal d'Éléanore, il m'avait également remis une deuxième clé, plus petite et plus ancienne. Celle-ci est pour un autre coffre dans une autre banque, avait-il dit. Elle a été très précise. Elle ne fait pas partie de la succession principale. C'est un objet personnel pour vous seul. Dans le chaos de tout le reste, j'avais oublié ça. Attendez ici, dis-je à Nathan, ma voix abrupte. Je le laissai dans le salon et allai dans mon bureau. Je trouvai la clé dans l'enveloppe de M. Harrison. Il y avait une seule note pliée attachée avec un trombone. L'écriture d'Éléanore était tremblante d'une époque où elle était beaucoup plus faible. Michael, mon cher, si vous lisez ceci, c'est parce qu'ils sont venus vous demander de l'aide. N'ouvrez pas la boîte avant ce jour-là. Sachez que je vous aime. Sachez que la vérité est sa propre forme de pouvoir. Éléanore. Mon cœur battait la chamade. La vérité est sa propre forme de pouvoir. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Le lendemain, j'ai laissé Nathan mijoter dans un hôtel que j'avais payé et je suis allé à la petite banque communautaire du centre-ville. Le coffre-fort était vieux, entreposé dans un coin poussiéreux de la salle des coffres. Lorsque le préposé m'a laissé seul, j'ai sorti la boîte métallique. Elle était plus légère que je ne l'avais prévu. À l'intérieur, il n'y avait ni bijoux, ni certificat d'action, ni argent liquide. Il n'y avait qu'une épaisse enveloppe jaunie scellée à la cire. Sur le devant, dans la belle écriture familière de ma mère Sarah, il était écrit « Pour mon fils Michael ». Mes mains tremblaient lorsque j'ai brisé le sceau. À l'intérieur se trouvaient plusieurs documents et une longue lettre de plusieurs pages. J'ai commencé à lire, et le monde a disparu. La lettre était le testament final de ma mère, écrit peu après qu'elle eut quitté la maison de mon père et qu'elle fût allée vivre avec Éléanore, avant qu'elle n'ait la force de le quitter pour de bon. C'était la véritable histoire de la raison pour laquelle elle avait abandonné l'entreprise familiale. Ce n'était pas un choix.
C'était une fuite. Elle a écrit qu'en tant que jeune analyste ambitieuse chez Miller Investment, elle avait découvert un schéma de faute financière grave. Mon père, Philippe, désespéré de faire ses preuves auprès de son propre père, avait détourné de l'argent par le biais d'une série de sociétés écrans pour couvrir des pertes commerciales massives. C'était un fraudeur. Sarah, horrifiée, l'avait confronté. Il ne l'a pas nié. Elle a écrit, ces mots étant un poignard dans mon cœur, il a ri. Il m'a dit que j'étais naïve. Puis il m'a menacé. Il a dit que si jamais je disais un mot de tout ça, il détruirait non seulement ma carrière, mais il me ferait passer pour une femme instable et vengeresse et m'enlèverait Michael, ton fils, à jamais. J'avais 26 ans et j'étais terrifié. Je n'avais aucun pouvoir, alors j'ai fait un pacte avec le diable. J'ai accepté de quitter l'entreprise, de renoncer à mes ambitions, en échange de mon silence et de mon fils. Les documents dans l'enveloppe étaient la preuve, journaux de transactions originaux, copies des relevés bancaires des sociétés écrans, un registre détaillé des crimes de mon père. Elle avait tout donné à Eleanor pour qu'elle les conserve en lieu sûr. Eleanor n'avait pas seulement déshérité mon père pour sa cruauté. Elle l'avait fait parce qu'elle savait que c'était un fraudeur, un homme vide. Elle lui avait laissé conserver l'entreprise toutes ces années, peut-être pour le bien du nom de la famille. Mais dans son dernier acte, elle avait retiré le filet de sécurité. Elle savait que sans sa fortune pour le soutenir, sa propre incompétence et sa propre corruption finiraient par causer sa perte. Elle avait orchestré sa chute pour enfin, à titre posthume, venger sa fille. Je suis sorti de cette banque un homme changé. Le poids de la décision que je devais prendre était immense. Mais le chemin était clair. Il ne s'est jamais agi de sauver Miller Investment. Il s'agissait d'honorer Sarah Miller. J'ai appelé Nathan et je lui ai dit de me rejoindre à la maison. Quand il est arrivé, je ne lui ai pas offert de boisson. Je ne lui ai pas offert de réconfort. Je lui ai tendu la lettre. Vous vouliez en savoir plus sur l'héritage des Miller, dis-je, ma voix dénuée d'émotion. Voici. Lisez-la. Il l'a lu, debout dans le salon sous le regard attentif de sa grand-mère et de la tante qu'il n'avait jamais connue. J'ai regardé son visage passer de la confusion à l'incrédulité, puis à une horreur totale et déchirante. Il recula, laissant tomber les pages comme si elles lui avaient brûlé les mains. Non, murmura-t-il. Non, ce ne peut pas être vrai. C'est le cas, dis-je, en plaçant la preuve sur la table. Toute notre vie, la richesse, le prestige, votre position d'enfant chéri, tout était construit sur un crime qu'il a commis contre ma mère. Il ne s'est pas contenté de la pousser dehors. Il a détruit ses rêves pour se sauver. Nathan s'agenouilla, tout le combat, toute l'arrogance, toute l'histoire s'échappant de lui, laissant une coquille vide. Il pleurait un père qu'il n'avait jamais vraiment connu et un héritage qui avait été un mensonge. Je l'ai laissé s'asseoir dans son chagrin pendant un long moment. Finalement, j'ai parlé. Je ne sauverai pas Miller Investment, dis-je, ma voix résonnant d'une finalité qui était absolue. Cette entreprise est un monument à ses crimes. Elle mérite de brûler. Et je n'utiliserai pas ces preuves pour l'envoyer en prison. Ma mère n'était pas une femme vengeresse. Son but était d'être libérée de lui, pas de le voir en cage. Et je ne profanerai pas sa mémoire avec un acte de vengeance. Il leva les yeux vers moi, ses yeux vides. Alors, quoi maintenant? Que reste-t-il? Ce qui reste, c'est nous, dis-je, me surprenant moi-même. Ce qui reste, c'est un choix. Vous pouvez vous accrocher aux cendres de cet héritage corrompu, ou vous pouvez m'aider à en construire un nouveau. Je lui ai tendu une main, non pas avec un chèque, mais avec une offre. Venez travailler avec moi à la fondation. Construisons quelque chose qui aide les gens. Construisons un héritage dont Eleanor et Sarah auraient été fiers, un héritage honnête. Des larmes coulaient sur le visage de Nathan. Il regarda ma main tendue, puis les photos sur la cheminée, et pour la première fois, je pense qu'il les a vraiment vues. Il prit lentement, hésitant, ma main. Je suis resté seul dans le salon longtemps après son départ, les documents assis sur la table. J'ai réalisé alors quel était le dernier et véritable héritage d'Eleanor. Ce n'était pas l'argent ou le pouvoir de sauver ou de détruire. C'était la vérité. La vérité m'avait donné le pouvoir de comprendre, de briser le cycle et d'être vraiment libre. J'ai ramassé les vieux documents accablants, je me suis dirigé vers la cheminée et je les ai jetés dans les flammes. Je les ai regardés se recroqueviller en cendres noires et disparaître, libérant ma mère et moi-même des dernières chaînes de mon père. L'héritage des Miller était mort.
Il était temps de construire le mien.